Merci de prendre place pour votre rubrique l'hebdo des éditorialistes qui s'installe actuellement depuis votre studio François-Xavier en Lim-Noumon. Les deux mesures normatives du Conseil des ministres de ce 18 septembre feront objet de débat sur ce plateau et on finira par un tour de table sur les propos du président de la RAC qui a invité les professionnels des médias à plus de patriotisme et au respect de la déontologie lors de la deuxième session ordinaire de l'institution. La première mesure du Conseil s'agit bien évidemment du projet de loi des finances gestion 2025. Le gouvernement entend mobiliser et dépenser 3 551,5 milliards de francs CFA au cours de l'année 2025. La loi de finances est transmise à l'Assemblée nationale pour examen et vote après son adoption en Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre. Ce budget en hausse de 11% par rapport à 2024 consacre 111 milliards de francs CFA aux filets sociaux, soit 41,5% du budget général. Peut-on nous permettre de caractériser ce budget de social et est-ce qu'on peut espérer à travers ceci d'énormes actions répondant aux cris de cœur de la population? Pour le débat, je suis avec mes trois confrères. Il s'agit de Hugues Hector Zogo, directeur de publication de l'Indépendant. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Aurélien Aïssou, directeur de publication journal 4 sur table. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Et juste à côté de vous, Moubarak Assoumbolo, il nous vient de l'opinion aujourd'hui. Merci, bonjour Madame Rita et bonjour chers confrères. Alors sans plus tarder, on démarre par le premier sujet. Il s'agit du projet de loi de finances gestion 2025. Permettez-moi de démarrer par vous, Aurélien Aïssou. Et quelles sont vos impressions par rapport à ce budget-là? On a vu que depuis le budget de 2024, où le budget avait dépassé un peu 3 000 milliards, soit par rapport à 2025, ça fait 11% d'augmentation. On voit qu'on était déjà dans le volet social, où on nous annonçait que c'est le redressement social. Et vous aurez constaté que depuis le début de cette année 2024, et on constate que le social a pris corps avec la réalisation des infrastructures qui se déroulaient déjà. Donc les cris de cœur d'une manière ou d'une autre, avec certains projets à Zoli, Kesokpe, tout ça là, on constate que il y a un regard vers le social et on voit que pour le budget 2025 qui est transmis à l'Assemblée nationale, on voit que ça a continué et plus ou moins ça a encore augmenté. Donc qu'est-ce que veut le peuple? S'il y a le pain et le beurre, on pense qu'on est dans cette dynamique. Et aussi, si cette mobilisation ce n'est que sur des ressources propres, nous constatons que la population ou bien les citoyens ont compris l'enjeu et leur participation aux impôts a commencé par donner son impact sur tout ce que nous voulons, parce qu'on veut tout à la fois. Nous n'oublions pas, on veut tout à la fois, alors que c'est avec les mêmes ressources qu'il faut investir dans tous les secteurs, la santé, l'éducation, la sécurité, et j'en passe. Donc on voit que si ça aussi pourrait tenir, tel que ça se faisait déjà en 2024, nous voyons que c'est le prolongement du volet social, en plus des réalisations qui se font déjà. Donc je vois que c'est très important. On ne peut qu'applaudir que cela se réalise, que la mobilisation se fasse effectivement. Hugues Hector Zogo, plus de 3 000 milliards pour le budget de l'État en 2025. Oui, c'est une avancée significative de pouvoir nous retrouver avec un montant aussi faramineux. C'est heureux parce que l'on se dit qu'il y a des avancées, qu'il y a des efforts qui se font consentir non seulement de la part des concitoyens béninois, mais également de la part des partenaires que nous connaissons d'habitude et qui viennent en appui à notre pays, le Bénin. Et c'est aussi le signe de ce que, d'une manière ou d'une autre, il y a une gestion plus ou moins saine qui se fait
des finances publiques. Moi, ce qui me préoccupe le plus, parce que j'ai peur que d'ici 6 mois, l'on commence encore par les grincements de dents. Quand on entend parler du hautement social, quand on entend parler du volet social, chacun se dit, bon voilà, je vais peut-être rester dans mon foyer et puis commencer par bénéficier de plusieurs appuis de la part de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu, de par le passé, cette forme de favoritisme. Il y a eu cette démarche qui donne l'impression aux citoyens qu'il peut gagner de l'argent facile sur le dos de l'État. Malheureusement, ou heureusement pour la République, aujourd'hui ça ne se passe plus. Il y a une certaine rigueur, il y a une certaine transparence par rapport à la gestion des fonds publics, même si, au-delà de tout, il y a quand même des brouillis galeuses. Vous savez qu'on a eu plusieurs cadres qui se sont retrouvés devant la criette et qui croupissent aujourd'hui au niveau de nos maisons d'arrêt. Et donc, pour moi, c'est une avancée notable, il faut saluer la démarche. Maintenant, le véritable nœud, c'est que le citoyen puisse se dire, le social dont on est en train de parler, c'est peut-être cette infrastructure d'ordre éducatif qu'on est en train de vouloir construire au niveau de sa communauté. C'est cette infrastructure routière qu'on est en train de vouloir construire dans sa commune. C'est l'eau potable qu'on est en train d'apporter dans sa région qui se traduit par le social. Il ne faudrait pas que, dès qu'on entend systématiquement le social, qu'on puisse penser un instant qu'il y aurait une certaine ouverture, parce qu'on a parlé de 3 000 milliards, bon voilà, les Béninois tout de suite vont commencer par applaudir et puis ils vont gagner de l'argent aussi facile. Donc c'est l'aspect sur lequel je voulais quand même insister, parce que vous entendez par exemple, ou vous lisez sur les plateformes numériques, notamment WhatsApp, les différents forums qui se mettent en place, au cours des débats, vous vous rendez compte que le Béninois, une certaine classe quand même, n'arrive pas à comprendre effectivement ce qui est mis dans le social. Et on se dit, bon, sous peut-être le régime du président Boni Yahi, c'était le vrai social, mais aujourd'hui, il y a un peu de rigueur, on est en train de fermer les vannes, tout ça. Donc, pour moi, il faut qu'on puisse nourrir une certaine démarche propre à l'engagement citoyen et se dire que les députés à l'Assemblée nationale, sans aucun doute, vont étudier ce projet-là et parvenir à le voter. Moi, je le souhaite à l'unanimité, pourquoi pas. Oui, Moubarak Assombolo. Oui, je disais que je vais rebondir sur les propos de mon confrère Hugo pour dire quoi. Depuis 2016, les Béninois ont beaucoup serré les ceintures et aujourd'hui, nous avons constaté que depuis 2 ans, le gouvernement s'efforce d'augmenter d'augmenter le coût du budget du côté social. C'est-à-dire quoi? Nous avons remarqué une augmentation de près de 50% du budget social pour la population pour l'année 2025. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, nous avons travaillé durant près de 8 ans, nous avons été résilients. Il est normal que maintenant nous en profitons massivement. Mais ne croyez pas lorsqu'on dit volet social que demain le gouvernement va vous faire un dépôt de 10 000 francs sur votre compte, après demain vous fait encore un dépôt de 20 000 francs sur votre compte. Ce n'est pas cela. Ce sont des projets que le gouvernement a mis en place dans lesquels il prévoit mettre de l'argent pour accompagner les gens les plus vulnérables de notre société. Le projet Bessoke, par exemple, comme l'a décliné le conseil, va prendre une grande partie de ce côté volet social. Mais également, il y a la construction des infrastructures, il y a l'eau, il y a aussi le microcrédit à la FIA. Il y a le microcrédit à la FIA. Il y a tous ces aspects vraiment que moi je salue. Nous avons été résilients durant près de 8 ans. Aujourd'hui, cette résilience est en train de payer de ses fruits. Dans la mobilisation des ressources, moi je ne crois pas qu'il y aura des problèmes. Depuis près de 8 ans, il y a les partenaires qui nous accompagnent, continuent de nous accompagner parce que quoi? Il y a la transparence dans les finances publiques. Lorsque par exemple un partenaire vous accompagne et qu'à l'arrivée, il sent que oui, l'argent que j'ai accompagné avec ces derniers, ils ont fait le travail qu'ils veulent. Aujourd'hui, les statistiques sont là sur le plan international. Les ressources sont saines, donc forcément nous aurons des gens qui vont nous accompagner. Toujours, vous savez, lorsqu'on parle de budget, c'est également les charges de l'État, les dépenses de l'État, mais et les recettes de l'État surtout. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce budget, c'est qu'on dit on n'a pas créé une seule nouvelle tasse. Donc, c'est vraiment louable. Ce sont les efforts que nous avons consentis par le passé
C'est ça que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Et j'espère vraiment que l'Assemblée va voter la loi et que nous allons épuiser ces 3500 milliards pour le bonheur de toutes les populations. Oui, Aurélien et Aïssou, comme l'a dit les confrères, ce budget s'intéresse plus aux filets sociaux. D'abord, est-ce que les citoyens comprennent, comme l'a dit les confrères, ce qu'on dit le social? Bon, c'est vrai, après, il a un passé récent sur le régime. C'était pas le favoritisme. Aujourd'hui, c'est pas mérite. Alors, le social, ce n'est pas le fait de distribuer. C'est pas Papa Bonheur, bien Papa Noël, je ne pense pas. Mais moi, aujourd'hui, Papa Noël, c'est un parent qui doit déposer le cadeau avant que de le mettre à son enfant. Ce n'est pas gratuit. Donc, en quelque sorte, c'est au mérite. Et quand on dit le social, même les infrastructures, c'est déjà le social. Parce que les marchés qu'on construit, il faut de l'argent pour construire d'abord. Et dans ces aspects, l'État ne cherche pas à faire de bénéfices. Je viens parler tantôt de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Non, c'est régalien, c'est souverain. Donc on doit investir. À travers ça, si vous n'êtes pas en sécurité, est-ce que vous pouvez faire vos affaires? Vous ne pouvez pas. Donc c'est déjà, si l'environnement n'est pas prospère, vous ne pouvez pas y investir. Donc il a tout ça. Maintenant, avec le taux d'analphabète qu'on a, on pense que c'est d'aller faire don. Il n'a plus ça. C'est dans ce que tu fais que tu vas trouver. Et il faut respecter ce qui est dit comme règlement et tu vas t'en sortir. Alors, vous prenez, je prends le cas de l'éducation. Les cantines scolaires, ça c'est à travers, c'est déjà le social. Vous avez vu que le premier jour, les cantines étaient déjà ouvertes. Ça, c'est très important. C'est déjà le social. Parce qu'il faut la rétention de ceux qui n'ont pas les moyens de rester à l'école. Dès que l'enfant rentre, il ne va plus revenir. Mais quand il sait que ça, il peut manger dans l'établissement, il ne va plus bouger. C'est déjà le social. Vous n'avez pas vu que les filles ne payent plus la scolarité. Mieux, il y a certaines filles qui ont des bourses au niveau du collège. Donc là, c'est très important. Les lycées qu'on construit, c'est l'œuvre de l'État. Et c'est déjà le social. Parce que ces lycées sont plus proches maintenant de certains. Avant, si vous allez faire l'université, vous êtes obligé de venir avec comme université. Donc, tout ça, là, c'est un rapprochement vers les villes secondaires. C'est déjà le social. Les infrastructures qu'on construit, si on prend les infrastructures routières et autres, et j'en passe. Donc, c'est très important. On a annoncé la construction de plusieurs centaines de commissariats. Donc il a déjà le social. Parce que quand on est plus proche, aujourd'hui c'est la politique communautaire. Donc on participe, tout ça là. C'est très important. Donc moi je ne vois pas qu'il y a un guichet où il faut aller pour retirer et dire qu'on attend le social. Parce que c'est ensemble que nous allons cotiser et ensemble on va s'épanouir. Et selon, je prends aussi l'électrification, vous allez voir que même des villages, des contrées, on voit qu'il y a l'électrification, c'est très important. C'est déjà le social. C'est l'eau qui est la source de vie, c'est plus ou moins un peu partout. Et avec ça, il a été annoncé la continuité de ces infrastructures, donc c'est très important. Moi, je vois dire qu'à ce niveau, il y a déjà le social, ça, il n'a rien dit. Mais en plus de ce qui sera ajouté à part les 41% de ce qu'on prend dans le social, même l'autre investissement, c'est directement dans la communauté, l'autre investissement. Parce que quand on fait appel dans ce qu'on construit, ça là, ceux qui gagnent ce marché, c'est aussi de la communauté qu'on prend cela. Donc moi je vois que tout ça, c'est pour la communauté, donc c'est pratiquement le social qu'on fait à tous les niveaux. Alors, oui, Hugues Hector Zogo, même si le budget de l'État est à caractère social, réserve une grosse partie comme aux filets sociaux, il faudrait que les populations aussi participent à aider le gouvernement à atteindre ces objectifs-là. Oui, c'est une très belle préoccupation que vous abordez, et moi je vais vous surprendre en disant que les populations dont nous parlons ne doivent pas être celles-là qui se retrouvent dans nos différentes régions reculées. Je ne vais pas me retrouver par exemple avec un citoyen de Bané-Kouara et lui demander de faire l'impossible. Mais le cadre qui vit à Cotonou et qui est directeur de cabinet, et qui est ministre de la République, il peut perdre certains avantages. C'est aussi
le regard que nous devons porter aujourd'hui sur le mode de gouvernance dans notre pays. Ceux qui sont cadres et qui occupent des postes politiques, est-ce que vous connaissez le salaire de chacun d'eux? En termes de transparence aujourd'hui, est-ce que nous avons une idée précise de ce que ceux-là gagnent comme salaire? On ne le connaît pas. Il y a plusieurs organisations de lutte contre la corruption qui ont mené ce débat-là et qui auraient souhaité connaître quand même le montant. Mais on ne l'a jamais eu depuis 8 ans. Donc, quand on est en train de parler du volet social aussi, il faut que les politiques aussi puissent accompagner l'État. C'est vrai, on me dira que c'est le chef de l'État qui nomme et que ce sont ses ministres, a priori, qui font des propositions et autres. Mais n'oublions pas que ceux-là restent et demeurent des citoyens béninois. Ils ont été d'abord citoyens béninois avant d'être cadres de la République. Et donc, par conséquent, au moment où on est en train de demander à un citoyen qui se retrouve peut-être dans la localité de commencer, de développer la capacité de résilience pour que la nation puisse survivre, c'est de la même manière qu'on doit pouvoir se retrouver dans les administrations et être en mesure de dire, bon, désormais, puisque vous êtes un citoyen béninois à part entière, il faut que vous puissiez faire aussi du sacrifice. Sur ce volet, on a souvent du mal à pouvoir se prononcer parce qu'on se dit, bon, c'est des politiciens, c'est des politiques, ils occupent des postes de responsabilité qui les absorbent. Mais n'oubliez pas, le cultivateur, il est très absorbé. Le temps qu'il passe dans son champ, peut-être de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures avant de rentrer chez lui, si on doit faire l'équivalence avec le cadre politique, peut-être que le cultivateur a investi plus d'énergie que lui. Mais en définitive, c'est le cadre politique, c'est lui qui bénéficie de plus d'avantages que ce cultivateur-là. Donc, pour moi, il ne faudrait pas que nous puissions aussi travailler à construire une république des uns et des autres. Nous sommes une république indivisible. Autant le citoyen qui se retrouve dans des contrées de peut-être 300-400 km de Cotonou ont de la valeur aux yeux de la nation, autant les autres cadres aussi doivent pouvoir faire cet effort de sacrifice-là. Oui, moi, je vais tantôt, si vous permettez, je vais tantôt parler de mérite. Parce que même depuis Dieu, le monde est illégalement réparti. Ça, le Bénin n'a pas le même poids que la France. Le continent africain n'a pas le même poids que le continent américain. Donc, quelque chose comme il y aura toujours d'inégalités, des disparités. Maintenant, aujourd'hui, combien gagnaient les ministres sous les régimes défunts? Et à comparer à ceux avec ceux qui reçoivent, ils reçoivent parallèlement et le salaire qu'ils perçoivent. Et aujourd'hui, avec ceux qu'ils reçoivent, est-ce qu'on a pu, je ne sais pas si un journaliste a pu se rapprocher d'un ministre pour lui demander combien il gagnait que le ministère a refusé, combien il était gagné qu'il a refusé. Et vous aurez constaté, quand ça arrange, on n'attend plus de gestion, pas de politique. Pourquoi l'Assemblée et les députés n'ont pas pu dire, bon, nous opposants, nous ne pouvons pas, c'est trop, on ne peut pas prendre ce qu'on nous a proposé. Pourquoi les partis politiques, dans les autres régimes, n'avaient pas le financement des partis politiques? Aujourd'hui, quand ils reçoivent, est-ce qu'ils justifient cela? Mais c'est du contribuable qu'on leur donne tout cela, en plus de leur salaire. Alors, si à ce niveau, ceux qui doivent dire, bon, nous défendons la cause du peuple, vous disiez tout à l'heure que vous souhaiteriez que, à l'unanimité, soit ce vote. Même si elle n'était pas votée l'année dernière, est-ce que ceux qui n'avaient pas voté ont pu bénéficier de ceux qui n'ont pas voté, ils ont bénéficié de ça? Je ne voudrais pas que nous puissions accentuer à ce niveau, on ne peut pas dire sur la question. On ne peut pas dire que, on ne peut pas, parce que si ça dépend de ma position, même vous DP, vous ne pouvez pas prendre le même salaire que celui qui est votre collaborateur, même votre chef, vous le dépassez. Et ce n'est pas taillé sur mesure. Ce n'est pas taillé sur mesure. Donc moi, j'aurais souhaité qu'on laisse ce débat. Et à quelle échelle, mais si on rassemble ça, à quelle échelle ça peut contribuer dans le développement du pays? Je ne pense pas. Non, ne nous leurrons pas. Nous sommes dans une république où nous parlons de la fraternité. Fraternité, nous parlons de la justice. Et nous parlons du travail. Il faut voir les piliers sur lesquels la devise de notre pays est basée. Et quand on a ces piliers, en l'occurrence la justice et la fraternité, on ne peut pas admettre que pour des budgets, que pour, je vais dire, des avantages d'ordre politique, l'on puisse mettre autant d'investissements, alors que le citoyen lambda, à qui on est en train de demander de faire de la résilience,
et qui s'échinent depuis pratiquement 8 ans, ne puissent pas, à un moment donné, se dire, oui, ce que je fais là, le politique aussi est en train de faire un effort. Je suis farouchement contre le fait qu'en voulant tirer des conclusions sur des débats d'ordre républicain, on puisse toujours faire référence à ce qui se passait dans les régimes antérieurs. Les régimes antérieurs, il y a eu leurs insuffisances et puis il y a eu également leurs avantages. Mais ne me dites pas qu'au cours de ce régime, si tout se passe comme si c'était zéro faute. Non. Mais alors, ce que je demande, ce que je demande, fraternité, je ne peux pas prendre mon salaire, aller pas dans ça. Non. Je ne demande pas. N'oubliez pas aussi qu'on paie, il a aussi un impôt sur salaire, c'est au prorata ce que tu gagnes, que tu paies. N'oubliez pas ça. Il faut que les personnes des couches favorisées puissent accepter quand même perdre davantage au profit des personnes. Non, qu'est-ce qui se fait quand on parle de ça? On n'a pas besoin de mettre des écrans, de faire ça. De vous à moi, il y a, je vous donne un exemple très simple, hein, il y a eu les AME, d'accord? Les avantages qui ont été partagés avec les AME, par exemple, au niveau du système éducatif. Vous avez vu toute la communication qu'il y a autour, de par la présidence de la République? Vous avez vu la communication qu'il y a autour? C'est tout comme si, quand il s'agit du secteur de l'éducation, par exemple, on associe pratiquement toute la presse. Mais quand il s'agit des acteurs politiques, il y a un silence total. Vous aviez dit tout à l'heure que les partis politiques perçoivent plusieurs milliards en termes de subventions, mais qu'il n'y a jamais un retour, il n'y a jamais un compte rendu. Est-ce que c'est normal ça dans une république? Est-ce que nous allons continuer par accompagner ça parce que c'est des politiciens? On ne va pas continuer par on va laisser Moubarak. Pour moi, la question, pour conclure rapidement, pour moi, la question, ce que je dis, elle est toute simple. Au même moment où on est en train de demander aux citoyens que je suis, n'occupant pas un poste politique, de faire du sacrifice pour permettre à la République de grandir, au même moment on doit demander aussi aux cadres politiques de faire du sacrifice. C'est aussi simple que ça. C'est une question de bon sens, ma foi. Oui, le débat est passionnant, mais moi je ne vais pas entrer dans ce débat. Je vais juste revenir sur dans ce que nous disons depuis. On parle du budget. Ce budget, moi je suis un peu content que dans son rendu, ils ont dit que ça prend en compte les préoccupations des populations à la base lorsque le gouvernement fait ces 2 redditions de comptes. Ils ont certainement pris beaucoup de préoccupations auprès des populations qu'ils ont ramenées. Ils ont promis, comment on appelle ça, ils ont promis résoudre ces préoccupations. Moi, je suis déjà content que ce budget prenne en compte ces préoccupations-là. Et je disais que je ne devais pas m'attarder dans le débat des confrères, mais je vais juste rappeler une chose. Vous savez, dans la République, c'est tout le monde qui a essayé de faire des efforts depuis que Patrice Talon est là. Et moi, je vais donner par exemple le fait que nous savons tous qu'ils ont supprimé le frais d'émission pour certains cadres. Des frais d'émission qui, avant, lorsqu'on t'envoyait en mission, que ce soit à 10 km ici, tu avais des frais, tu étais d'accord. Mais aujourd'hui, le gouvernement a dit non. Si tu n'atteins pas 100 km, on ne te donne pas ces frais. Et même lorsque tu dépasses ces 100 km, il y a des trucs qu'on te sucre. Ce n'est plus comme avant. Donc je crois que nous tous, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle des sacrifices. Sauf que c'est à la population. Et quand on dit à la population, c'est à nous tous, les journalistes en premier, de veiller à ce que ces cadres, ces députés, ces ministres, ces directeurs de cabinet qui sont chargés de mettre en place, de mettre en place le déroulé du budget, ceux qui ont chargé de l'exercice du budget, qu'ils le fassent très bien. Sans corruption, sans dilapider, sans détournement et surtout sans éléphant blanc. N'entendez pas éléphant blanc, le fait que par exemple un projet qui devait coûter 10 milliards, on s'arrange pour que ça atteigne 20 milliards. Donc c'est à nous de faire cette veille-là. Et quand je dis nous, c'est tous les citoyens béninois, du cultivateur jusqu'au cadre supérieur et surtout à nous les journalistes. Nous nous attendons pas à savoir combien il gagne, combien il ne gagne pas. Ce n'est pas un problème, mais est-ce que le travail qu'il fait, le travail qu'on l'a confié, est-ce que la mission qu'on l'a confiée, est-ce qu'il entend de mener à bien cette mission? C'est là, moi je crois que nous allons beaucoup plus nous attarder. Parce que vous savez, c'est presque le dernier mandat, c'est presque le dernier budget que Patrice Talon va amener jusqu'à la fin de son mandat. Parce que déjà en 2025, le budget exercice 2026 par exemple, à mi-juin déjà c'est terminé, le régime Talon sera terminé pour toujours. Donc c'est son dernier budget qui va mener jusqu'à terme. Espérons juste que tous ces projets qu'il a eu à lancer depuis le début, depuis 2016,
qu'il ait les capacités de les terminer ou bien les assurances de les terminer. C'est vrai, on dit que l'État, c'est une continuité, mais on a toujours su ce qu'on appelle continuité dans nos contrées africaines, surtout au Bénin. Ce que l'autre avait prévu de faire, dès que quelqu'un d'autre vient, il va les balayer et refaire tout pour lui. Ce n'est pas à partir de ça qu'il va dire le contraire. Donc moi, j'aimerais qu'il finisse ses projets avant de partir pour 2026. Oui, Aurélie, en parlant de volet social de ce budget-là, est-ce qu'il y a un domaine qui a été omis selon vous? C'est le président qui connaît ses projets, qui connaît ses orientations, parce que pourquoi on l'a élu. Donc, nous ne pouvons faire que des suggestions. Et c'est ce que lui présente, c'est selon ses ambitions. Parce qu'il a un projet de société pour lequel on l'a élu. Alors, sur sa nouvelle ordre, c'est lui qui dégage les orientations pour dire voilà ce que je vais faire. Et c'est à la fin qu'on va apprécier. Donc, ce que moi je pourrais faire, ce n'est que des suggestions. Alors, pourquoi dire que je vais dire qu'il a un domaine qui soit recruté? Les domaines essentiels, ce sont lesquels? Je viens de les citer. La santé, l'éducation, la sécurité et l'investissement dans la construction des infrastructures. Si ces volets sont pris en compte et que vous ajoutez aussi le social. Parce que le social, moi, je ne peux pas trop la démarcation. Est-ce que ça allait partager, ça allait faire des dons? On va prendre ça à la limite, c'est une insulte. Mais si on sait que c'est de façon rationnelle, de façon objective, on fait si et au nom du peuple, c'est pour tout le monde, c'est pas mieux. Alors, je voudrais, le social, je ne sais pas que je suis passionné par rapport à cette brèche qu'a ouverte mon confrère Zogo. Il disait tout à l'heure les missions. Chacun paie le prix selon la position qu'il occupe. Le reste, les autres ne peuvent pas parler. Parce que celui qui n'est pas allé faire son champ, il n'est pas allé faire son champ pendant qu'il pleuvait. Il ne faut pas qu'il vienne pleurer quand les autres font leur récolte. Non. Et quand je ne donne pas, on va dire que je ne vais pas être social. On veut que le chef de l'État sorte d'abord et dit bon voilà, il fait ça. Non. On a dépassé, nous sommes des gens à considérer. En temps, on faisait les missions. Tu peux être dans une mission, dans 3 différentes missions, dans la même semaine, dans la même période. Mais aujourd'hui, le système qui a été mis, ces mots, quand on est dedans, tu ne peux plus aller avec d'autres, mais si tu vas, tu ne peux plus être payé. C'est très important, c'est déjà une manière d'assainir les finances publiques. Donc, ce n'est pas un décès, je ne gère pas le budget. Il a tout ça là qui... donc, si je prends au niveau des trucs là, vous ne pouvez plus... Il y a beaucoup de choses, les décès, bien même les ministres, ils n'ont même plus le carburant. Avant, quand on disait ils n'ont plus ça. Tout est remis dans leur salaire. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est tout ça là qui est mis dans leur salaire. Ils n'ont pas ça. Et pour vous, c'est déjà un gros effort? Pourquoi pas? Ici, ils travaillent pour la République. Il faudrait qu'on leur laisse les moyens, normalement. Parce que si ton enfant est rassasié, il ne peut pas aller demander à aller manger ailleurs. À tous les risques possibles. Donc moi, j'aurais souhaité que quand on n'explique pas, je comprends. Il faut expliquer aux gens que les gens puissent comprendre. Avant, la personne peut rester dans son bureau et être dans 10 missions. Bon, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Si on prend par exemple le cas des cantines scolaires, le projet vise à quand même éviter que certains enfants restent affamés, parce que c'est ce qu'on constatait. Mais dans certaines écoles, malgré cela, il y a encore des enfants qui restent affamés parce qu'ils n'arrivent pas à donner 50 francs, qui est la contribution financière qu'ils doivent donner pour pouvoir manger. C'est pas 50 francs. Dans certaines écoles, c'est 50 francs. Et n'oubliez pas que c'était pilote, une phase pilote. Mais aujourd'hui, sur combien d'écoles et qui ne sont pas pourvues par rapport à ce projet. Et aussi, PAM aussi a parallèlement continué. Et le gouvernement a pris en charge aussi l'autre partie. Le premier jour de la rentrée, par exemple, moi j'ai vu les manuels scolaires de CI et de CP en même temps disponibles dans la salle, dans l'école là. Donc c'est un effort. Regardez d'où on est parti. Moi je ne me défends pas, mais je fais des constats. C'est déjà un effort, mais comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État doit encore assurer cette contribution financière, qu'on supprime cette contribution financière? Parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas encore à payer c'est pour la rétention contre pour les garder. Il y a encore des couches vraiment défavorisées qui n'arrivent pas à trouver même ces 25 francs là, comme vous le dites. Mais même à Rome, tout le monde est aisé. On ne peut pas tout faire, on peut pas tout construire en une journée. Vous comprenez avec moi le débat que j'ai pu ouvrir tout à l'heure en parlant de ces cadres politiques.
Parce que vous vous retrouvez dans une république où certains sont payés à plusieurs millions, au même moment où un citoyen a du mal à avoir 25 francs, remettre cette pièce de 25 francs et accéder à un repas chaud. Il y a une disparité qu'il faut dénoncer. Les cadres politiques aujourd'hui doivent reconnaître qu'ils sont d'abord des citoyens béninois. Et par conséquent, ce n'est pas parce qu'ils sont à un poste politique qu'on doit tout mettre à leur disposition. Regardez le nombre de milliards aujourd'hui investis au niveau des partis politiques. Et regardez ce que nous avons au niveau du système éducatif. Les salles de classe. L'État a construit 6 000 salles de classe. Ça a été applaudi, ça a été encouragé. Mais dans comment c'est tout près, comment c'est qui se retrouve à moins de 100 km de Cotonou. On a vu, il y a quelques jours, on a vu une vidéo qui est devenue virale sur la toile, où il n'y a pas construction d'infrastructures en matériaux définitifs. Est-ce que nous pouvons encourager ça dans une république? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous autres, à la date d'aujourd'hui, nous nous retrouvons à bénéficier du minimum que nous allons penser tout de suite que les autres qui sont en train de souffrir, on ne doit pas penser à eux. Les cadres qui occupent des postes politiques, moi, je n'ai absolument rien contre eux. C'est des citoyens béninois. C'est vrai, ils travaillent pour la République. Mais le salaire qu'on leur donne aujourd'hui, les avantages dont ils disposent aujourd'hui, pour moi, c'est énorme. Quand le chef de l'État, il a voulu demander à ce que les Béninois puissent serrer la ceinture, ben, vous aviez vu comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la Direction Générale des Impôts. Vous avez vu combien les cadres ont travaillé pour que la mobilisation des ressources se fasse. Mais pourquoi on ne peut pas mettre cette même rigueur-là vis-à-vis des cadres politiques? C'est tout le débat que je suis en train d'ouvrir aujourd'hui. Et aller prendre ce budget-là et évaluer combien de millions ou combien de milliards on a pu mettre dans les comment on appelle, dans les salaires politiques. Il faut l'évaluer parce que c'est le moment de le faire. Et si les députés à l'Assemblée nationale ne peuvent pas prendre du recul maintenant où ils ont la proposition du budget devant eux pour se dire ça on veut le faire au nom de la République, ça ne servirait à rien. Parce que vous l'aviez si bien souligné, c'est pratiquement le dernier budget du président de la République, Patrice Talon, qui passerait à l'Assemblée nationale. Quand ça se passe comme ça, a priori tout le monde se dit ça doit être un budget politique. Parce que les élections sont dans quelques mois. Et si les élections sont dans quelques mois et vous avez fait des fâchés, c'est le moment de faire tout possible pour contenter les uns et les autres afin qu'ils puissent revenir en de meilleurs sentiments. Oui, et Moubarak Assoumbolo, Hugues Hector Zogo pense que les députés doivent vraiment travailler sur ce projet de loi pour que toutes les couches sociales puissent quand même bénéficier de ce budget-là à part égale. Je comprends les inquiétudes de Hugues, c'est très légitime parce que en tant que Béninois qui de sa position regarde ce que ses confrères vivent au quotidien, ce que ses concitoyens vivent au quotidien, surtout en tant que journaliste qui est un peu chaque fois en prospection en train de voir ce que les gens vivent, c'est choquant. Mais je voudrais juste souligner une chose. Avant, les gens n'avaient pas de repas à l'école. Les enfants n'avaient pas de repas à l'école. Non, le programme alimentaire mondial... le programme alimentaire mondial n'a pas démarré à l'ère du président Patrice Talon. C'est un ancien programme. Et puis, on a toujours servi des vivres. Patrice Talon a fait l'effort, grâce à son gouvernement, d'intensifier ce projet. Dans ce budget, par exemple, ils ont pris en compte toutes les zones rurales du Bénin. Nous sommes plus dans la phase pilote. On ouvre toutes les zones rurales du Bénin. Donc aujourd'hui, ce ne sera plus à cause d'un repas de 25 francs qu'un enfant ne va plus se maintenir à l'école. Je crois que nous ne devons pas encourager. Nous avons dépassé ça, comme l'a dit M. Rolien. Nous avons dépassé ça. Nous sommes à un niveau où nous ne devons plus permettre que nos concitoyens conçoivent qu'on soit obligés de tout leur donner. Ce n'est pas une histoire de tout donner. C'est une histoire de... On va laisser Moubarak finir. Ce que je demande, c'est aussi simple que ça. Au moment où on me demande, moi, en tant que citoyen, de faire de la résilience, qu'il y a aussi la même rigueur vis-à-vis du cadre politique. Moi, vous avez déjà été entendu. On va laisser Moubarak finir. Non,
Bon, moi je ne sais pas si Hugues n'a pas fait l'exercice de se rapprocher peut-être de quelques cadres qui étaient là depuis 2000 ans, et depuis Yaya aujourd'hui, ou même depuis Kérégoua aujourd'hui. Ils vont comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pas plus tard qu'à la semaine passée, moi j'ai échangé avec un cadre, je lui ai dit, parce qu'il était quelque part, non, de Cotonou, il m'a invité, je suis allé, et il m'a dit, Fofo, moi tu as pris quelque chose. Il dit, non, mon frère, désormais c'est plus comme ça. Regarde, si tu fais plus de 100 km, tu n'as plus rien. Même après 100 km là, voilà ce qu'on te donne. Donc mon frère, tu vas repartir comme tu es venu. J'ai dit, il dit oui, c'est plus comme avant. Nous avons vu les gens au ministère de l'économie, au ministère des économies qui ont fait des grèves parce que justement on a supprimé quelques avantages. Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, chacun est en train de faire le sacrifice. Ce que moi je ne voudrais pas que on mette dans la tête de nos concitoyens, c'est-à-dire quoi? N'attendons pas toujours qu'on nous donne. Faisons un peu d'effort. Pas plus tard que l'année passée, lors des vacances, moi j'ai fait par exemple une petite tournée avant le CEP. Moi je me suis rendu compte par exemple qu'il y avait des parents qui n'étaient pas capables d'acheter un vrai restaurateur de 500 francs à leurs enfants pour qu'ils aillent et par exemple étudier. J'ai dit, ce n'est pas normal. Je ne dis pas que c'est de la faute du gouvernement. C'est d'abord de la faute de ses parents. Parce que durant 9 mois de 9 mois, tu as le temps et tu sais que ton enfant va au CEP. Mais comment se fait-il que tu ne puisses pas trouver un vrai destinateur pour aller l'accompagner? Avec tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour que chaque Béninois, je dis bien chaque Béninois, puisse se sentir mieux. Je dis, il n'y a pas de 1000 milliards qui sera constaté uniquement social. Et dans ce volet social, comme l'a souligné M. Rolien, il y a des gens, des femmes qui vont recevoir de l'argent juste pour commencer une activité. Donc c'est pour dire quoi? C'est beaucoup. Rome ne s'est pas construit en une seule journée. Le gouvernement Patrice Talon a fait beaucoup. Et c'est vrai, nous allons en vouloir encore beaucoup, mais saluons d'abord ce qui est là. Ce que moi je rappelle tout, c'est-à-dire quoi? Nous, en tant que journalistes, le travail que nous devons faire, c'est de veiller à ce que l'exécution de ce budget soit exacte jusqu'à son thème. Il ne faudrait pas que des cadres véreux, des cadres corrompus, détournent ces fonds-là pour faire autre chose. C'est ça que nous devons appeler. Combien ils gagnent? Ce n'est pas Patrice Talon qui fixe les salaires. Tout le monde le sait, ce n'est pas le président de la République qui fixe ses salaires. Aurélien, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à moins de chômage en 2025 avec ce budget-là? Est-ce que c'est l'État qui a mis les gens au chômage? Moi, je ne sais pas. Parce que je reviens à la presse, par exemple, quand on dit convention collective et qu'un patron ne paie pas. C'est moi qui ai appris mon métier. Si ça ne m'arrange pas, je laisse. Mais ne pas m'attaquer à un patron de presse. Non, pourquoi? Parce que je connais, je pourrais aller ailleurs. Donc personne ne sait pas, j'ai accepté que le contrat est signé. Là, moi, je voudrais demander à mon confrère Sogo, quand quelqu'un manque de 100 francs dans sa poche, c'est dû à qui? C'est le gouvernement? Même mon frère, s'il manque de 1000 francs, c'est à cause de moi. Je ne pense pas. C'est à toi de connaître ta politique, tes ressources. Le monsieur qui gagne combien, qui a 10 enfants, 15 enfants, c'est le gouvernement? Oui, je ne sais pas. C'est une question de responsabilité, excusez-moi, du peu. Alors, si c'est ce que l'autre a gagné qui empêche que moi je n'ai pas ce que je dois avoir, si c'est assaini, l'investissement, tout ça là, le privé, quand il a l'assurance, quand il a tout ça là, alors, les entreprises qu'on crée, ce n'est pas des bébés qu'on embauche. Moi, je voudrais que nous on est journalistes, on est plus indiqués à mieux connaître les choses. Et c'est parce que ceux qui ne sont pas de qui n'ont pas notre niveau, qui n'ont pas l'opportunité d'exercer notre métier. Donc nous, on peut toucher du doigt ce qui se passe. Nous pouvons investiguer. Mais dire que la personne qui manque de 25 francs, si son enfant n'allait pas à l'école, même si c'était à l'apprentissage, l'enfant se nourrit de quoi? Au contraire, aujourd'hui, avec les conditions qu'on a créées, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus jouer au CICPC1, c'est interdit. Donc la rétention, l'enfant qui reste à l'école, s'il ne peut pas étudier, même vous dans ces conditions, vous rentrez, vous allez l'électricité pour étudier. Vous avez l'eau, ce que vous n'avez pas, parce qu'un enfant rentre, il devait faire des kilomètres avant de trouver de l'eau. Moi, je ne voulais pas aller dans le débat, je ne suis pas le porte-parole pour aller dans un, je peux aller pour voir. Parce que l'enfant, il va manger à l'école. Il rentre le soir, il devait prendre la basse pour aller chercher de l'eau, non, très loin. Il a déjà l'eau chez lui, il a l'électricité pour étudier. On n'attend pas encore. Est-ce que nous savons que... Pour finir avec ce premier sujet, pour vraiment finir, est-ce que nous savons qu'il est du devoir et de l'obligation de l'État de veiller à la sécurité des citoyens que nous sommes? Est-ce que nous savons que c'est à l'État d'éduquer les citoyens que nous sommes? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi fondamentale.
Et donc, quand la loi fondamentale, la Constitution, qui en réalité est l'outil de privilège qui met chacun à sa place en tant que citoyen à part égale, quand nous savons tous que nous sommes devant la loi des personnes égales et qu'on ne peut pas arriver à mettre ou à satisfaire les revendications de tous les concitoyens, ne vous attendez pas à ce que je puisse l'applaudir. La démarche dans laquelle je suis, c'est une démarche toute simple. L'État, la Constitution lui fait exigence de pouvoir assurer l'éducation de tous les citoyens béninois. L'État n'a pas démissionné. Je n'ai jamais dit. Vous allez dans les centres de santé. Je n'ai jamais dit que l'État a démissionné. Mais à la date d'aujourd'hui, est-ce que c'est parce que, de par le passé, ce qui se faisait et ce qui se fait aujourd'hui, il y a eu d'amélioration que je ne suis pas en droit de réclamer davantage? Est-ce que de vous à moi, tous les Béninois qui se retrouvent au niveau des rues ont eu accès facile à l'éducation? Mais c'est pas à moi, en tant que journaliste, d'assumer ce rôle-là. C'est un rôle qui est concédé à l'État. C'est un devoir pour l'État de le faire. Au même moment où l'État a trouvé les moyens pour mettre plusieurs milliards en vue d'accompagner les partis politiques en République du Bénin, au même moment, l'État doit pouvoir avoir les moyens de construire des infrastructures éducatives avec des matériaux définitifs. Le financement n'est pas dans les 1 000 milliards là, mais je vous dis ceci, c'est dans le budget. Le budget, on est à une étape de proposition de budget. On n'est pas encore dans l'exécution du budget. On est à l'étape de proposition du budget. Est-ce que vous avez idée aujourd'hui de ce qui est prévu dans cette proposition-là pour le compte des partis politiques? Un budget équilibré. Un budget équilibré. Pour moi, c'est fondamental. Vous avez la parole. Et vous savez, même en France ou aux États-Unis d'Amérique, il y a 20 millions de SDF. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens ou les pays que nous prenons comme modèle, par exemple, comme on dit la France, comme les États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui ne sont pas de 20 millions, qui n'ont pas un toit où dormir. Et c'est ce que vous souhaitez pour notre République? Je ne souhaite pas ça. C'est pour dire quoi? Moi, j'aurais fait une grieffe au chef de l'État ou bien au gouvernement. Si par exemple, je me sens malade et que je me rends quelque part on me dit qu'il n'y a pas d'hôpital ici. Il n'y a pas de pharmacie ici. Ou que par exemple, ma maman ou bien ma soeur ou bien ma tante qui vit à Parakou ou bien à Tchoumi et est enceinte, elle a envie d'accoucher par exemple, elle est sur le point d'accoucher, pour se déplacer, aller par exemple au centre de santé, on lui dit qu'il n'y a pas de route. Ou bien on lui dit qu'il n'y a pas de médecin. Alors là, moi, je ferai tout de suite des griefs au chef d'État pour dire, voilà les problèmes que nous avons, vous ne réglez pas ces problèmes, mais vous engraissez les hommes politiques. Mais progressivement, nous voyons que ces centres de santé sont en train d'être construits. Même dans le budget 2025, il est prévu la construction de plusieurs écoles, de plusieurs centres de santé. Il est prévu également l'extension. Surtout ça, il faut que je souligne ça. Il y a l'extension de la prise en charge de la cantine scolaire dans presque toutes les zones rurales. C'est très très important. Ne demandez pas à Patrice Talon aujourd'hui et son gouvernement de faire un miracle. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le début de l'année et depuis 2016, mais nous voudrons toujours davantage. C'est comme ça. Mais au moins respectons et saluons ce qui a déjà été fait. Le chef de l'État, il a un salaire, il est payé pour ce qu'il est en train de faire. Je ne refuse pas. Moi, en tant que citoyen, ce qui relève de mon devoir, c'est de payer mes impôts. Quand moi je paye mes impôts, personne ne vient au niveau d'une chaîne de télévision ou bien au niveau d'une station radio pour me féliciter. On ira rapidement au deuxième sujet. Nous sommes rattrapés par le temps. Et il s'agit de l'exonération des kits de dialyse de droits et taxes de douane. Un soulagement pour les dialysés. Est-ce qu'on peut dire ça, Aurélien Aïssou? Bon, moi, je remercie parce que je vois qu'avec cette annonce du Conseil des ministres, cette décision du Conseil des ministres, ça montre que le chef de l'État est à l'écoute. Néanmoins, je suis plus ou moins resté sur ma soie parce que les kits, je ne sais pas, la séance est pratiquement entre 70 000 et 90 000. Et si on dit que il faut exonérer celui qui, les autres sont dans ceux qui sont dans cette entreprise se font de bénéfices.
Et ça ne leur profite parce que moi j'attendais à un cadrage. On peut dire oui, désormais c'est à 20 000, c'est à 10 000. Mais si on dit que c'est exonéré, la taxe était à combien? C'est la question, on enlève la taxe, est-ce que ça veut dire que ça doit être lisé encore à plus de 50 000 francs, voire 60 000? Donc moi j'aurais souhaité un cadrage bien qu'on parle directement de subvention. C'est ce à quoi moi je m'attends parce que quel que soit l'état de votre richesse, quand vous êtes piqué par cette maladie, ça bouffe tout. Et ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien. Pourquoi ne pas inscrire ça dans le social déjà? Dans le budget qui vient. C'est ce à quoi moi je m'attendais pour qu'on puisse dire, bon, l'État a fait un cadrage, le prix, désormais c'est à 10 000, c'est à 20 000. Et va régler maintenant avec ceux qui sont dans ces entreprises que, bon, si vous avez pu prendre tel nombre de patients, voilà ce que l'État vous rétrocède. Parce que si on enlève, ok, si les gens disent qu'ils ne veulent plus gérer ces gens d'unité de dialyse, qu'est-ce que l'État ferait? Si tout retourne vers l'État. Parce que est-ce que l'État même, il n'a pas les centres d'État, les centres d'État ne font pas cette opération de dialyse. Maintenant, est-ce que l'État même fait la douane par rapport au kit? Alors, si ceux-là vont directement dans les centres de santé de l'État, de centre de santé public, alors qu'est-ce que se ferait? Puisque l'État ne fait pas la douane, donc au niveau de l'État même, l'État doit dire voilà, tout au moins ceux qui viennent chez moi là, c'est subventionné. Moi, je n'ai pas bien compris cette stratégie où on dit bon, on exonère la taxe de ça, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien saisi. Oui, Hugues Hector Zogo. Il y a quelques semaines en arrière, je partageais une chronique, surtout parce qu'il y avait, parce qu'on a des confrères journalistes qui se retrouvent à vivre de ce mal-là. Et quand j'ai appris cette décision du Conseil des ministres, je me suis dit, ouf, soulagement, ouf, soulagement. C'est une avancée déjà en termes de prise de décision et je reste en union de prière avec ces compatriotes qui traînent ce mal parce que nous avions vu combien on peut perdre leur vie en voulant lutter contre cette maladie. On ne le souhaite à personne et on va peut-être espérer du plus profond de notre cœur que notre nation puisse avoir davantage de moyens et parvenir à prendre en compte ces malades-là qui, pour moi, sont des cas sociaux. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui souffre de dialyse à côté de vous, c'est toute une famille qui est décimée. C'est très difficile à vivre. Vous voyez des compatriotes à vous qui perdent pratiquement tout, qui n'ont plus peur même de ce qu'on dirait de leur dignité, qui se retrouvent à envoyer des messages sur les plateformes numériques pour demander de l'aide, qu'on leur vienne en aide, parce que non seulement leur économie ne leur a pas permis de faire face à ce mal et d'être guéris, mais leurs familles aussi ne sont peut-être pas parvenues à mobiliser autant de moyens pour leur venir en aide. Donc cette mesure prise en Conseil des ministres, elle est salutaire. Moi, je m'inscris en action de grâce et je continue de prier. Je continue de prier que le cœur de nos dirigeants soit touché et qu'ils découvrent davantage le sens de l'humanisme au point de ramener peut-être, je vais dire, ces soins-là à un montant vraiment forfaitaire, à défaut que ce soit une prise en charge totale. Donc je continue de plaider, qu'on ne s'arrête pas à cette première décision qui a été prise en Conseil des ministres. Ça fait 8 ans qu'on était peut-être en train d'attendre qu'une décision se prenne. Aujourd'hui, c'est fait. Donc on arrive quand même à se dire qu'il y a de la bonne volonté. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses derrière que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce qu'avant que l'État ne se lève et puisse prendre une décision,
il y a plusieurs éléments d'appréciation que les populations, que vous et moi ne comprenons forcément pas. Donc pour moi, c'est qu'on arrive un jour effectivement à cette mesure qui va permettre à tous les concitoyens qui vivent de ce mal-là de retrouver le sourire, parce que c'est très affligeant. Oui, Moubarak Assoumboulou, qu'est-ce que l'État doit encore faire pour ces personnes souffrant d'insuffisance rénale? Moi, je crois que l'État doit faire encore plus. Et j'aurais aimé voir par exemple M. Hugues être virulent cette question vis-à-vis de l'État par rapport aux autres questions précédentes où un parlement envoyé son enfant à cause de 25 francs. Cette question d'insuffisance rénale, nous avons perdu beaucoup de confrères à cause de ça. Même si aujourd'hui on mettait la dialyse par jour à 50 000 et par semaine à 50 000, est-ce que vous voyez par exemple un journaliste payer 50 000 par semaine? C'est pas possible. Même un enseignant, il ne peut pas payer 50 000 par semaine. Même si on amène ça un peu à un cadre un peu supérieur, 50 000 par semaine, si on vous étalonne ça sur 5 ans, c'est difficile. C'est impossible même à vivre. Vous allez vendre vos maisons, vous allez vendre vos voitures. Si vous n'êtes pas fort dans la tête, il va falloir, vous aurez même un jour envie de mettre la corde au cou. Ou dire bon, j'en finis et puis ma famille va se reposer. Au moins le peu de trucs qui me restent, ils vont s'en occuper. C'est pas un luxe. Il y a ça que je ne comprends pas et dans cette décision. Cette maladie n'est pas un luxe. J'ai vu la décision, j'ai dit mais c'est pas encadré, c'est laissé ouvert. C'est-à-dire quoi? On dit exonéré, c'est combien la tasse? Si on enlève par exemple 18% de 90 000 ou bien de 100 000, il reste combien? C'est à peine, il va rester encore près de 60 000, 70 000. On va trouver ça où? C'est difficile. Il y a plusieurs pays qui ont fait ça gratuit. Pourquoi pas nous? Et le gouvernement dit que c'est lourd, mais on parle de la vie humaine, on parle de la santé. Hein? C'est lourd, mais l'État n'a qu'à prendre ça en charge de nos impôts. C'est nous qui payons, il n'y a pas de problème. Donc une prise en charge gratuite. Une prise en charge gratuite. Ça existait. Ça existait au Bénin. Et ils sont venus, ils ont coupé. Ils ont dit qu'ils vont améliorer. Mais là, ils n'ont pas amélioré. Alors Aurélien, l'État peut-il revenir à une prise en charge gratuite? L'État a vraiment le budget qu'il le faut? Oui, c'est le souhait parce que celui qui manque de 25 francs, pas celui qui manque de 90 000 francs pour sa santé. Ouais, je peux être en bonne santé et ne pas chercher à manger. C'est très important, la santé, c'est la santé qui vaut la vie. Donc moi, si effectivement, tel que vient de dire Moubarak, avant l'arrivée de ce régime, c'est déjà pris en charge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on constate qu'avec cette mesure de suspension, le nombre de citoyens qui meurent. Or, ce sont les citoyens qui construisent le pays. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'on prenne ça, en tout cas que ça soit relativement bas. Sinon, il ne peut pas. Et là, il y a la récession où c'est difficile de trouver les moyens et tu te manques comme malade. Ils ont des foyers. Oui, Hugues Zogo, pour finir. Oui, le vœu reste et demeure le même, que l'État puisse réfléchir davantage à nos compatriotes qui sont en train de se retrouver face à ce mal-là, parce que c'est très difficile à vivre. C'est d'abord un mal qui vous épuise mentalement. Dès que vous vous retrouvez dans le domaine, vous vous dites, est-ce que je pourrais m'en sortir? Maintenant, à côté, quand les moyens ne sont plus là, quand vous n'avez plus la possibilité de vaquer à vos occupations d'ordre professionnel, vous mesurez un peu ce que ça représente. Vous avez une famille à nourrir. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment? Alors, on va aller directement sur le troisième sujet parce que nous sommes rattrapés par le temps. Comme je l'annonçais, le président de l'ANRAC au cours de la deuxième session ordinaire qui s'est tenue ce jeudi 19 septembre, a invité les professionnels des médias à plus de patriotisme et aussi à respecter la déontologie. Aurélien Aïssou, juste quelques mots sur ces mots. Moi, si en tant que professionnel, chacun sait ce qu'il doit faire. Connaît ses obligations. Donc, quand on nous rappelle ça chaque fois, ça me dit un peu. Que chacun fasse son travail comme il se doit. Parce que nous devons démarquer de ceux qui ne sont pas professionnels des médias. Et c'est pratiquement sur le même sujet. Et surtout,
à travers les mass médias, bien le numérique. Donc, que chacun fasse son travail et qu'on évolue, qu'on avance. Et sur la question, moi je dirais simplement que j'ai trouvé le communiqué ou bien j'ai trouvé les propos du président de la RAC un peu ambigus. Moi je voudrais qu'il nous situe beaucoup plus parce que vous savez, c'est surtout précisé sur une certaine forme d'information. Une certaine information, ça veut dire quoi? Lorsqu'il s'agit par exemple des attaques terroristes, comment est-ce que nous allons traiter l'information? Est-ce que nous donnons l'information ou nous ne donnons pas l'information? C'est de ça il s'agit. Donc il faudrait qu'il nous aide vraiment, qu'il nous situe vraiment. Parce que, par exemple, les 2 attaques que nous avons eues au nord de notre pays ces 10 derniers jours, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un communiqué officiel du gouvernement qui nous dit nous avons subi telle menace, nous avons subi telle attaque. Les journalistes qui ont fait le travail et aujourd'hui la population au courant que telle chose est en train de se produire. Je ne dis pas qu'à travers nos écrits ou bien à travers nos publications, nous faisons l'apologie du crime ou bien l'apologie du terrorisme, mais je demande juste à la RAC de vraiment éclaircir et son communiqué, qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils attendent de nous. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège qu'on commence pas à crier qu'il y a plusieurs journaux ou bien plusieurs organes qui ont été fermés pour mesures conservatoires. Oui, Hugues. Depuis qu'on est en train de parler de terrorisme au Bénin, combien de formations ont été données par exemple aux professionnels des médias sur ce secteur? C'est un secteur qui n'a pas été étudié au niveau des écoles de journalisme par la plupart qui se retrouvent aujourd'hui à exercer cette profession. Et quand on se retrouve face au terrorisme, quelles sont les dispositions à prendre? Est-ce que le journaliste béninois aujourd'hui est si averti? Celui qui a peut-être la culture générale, celui qui a envie d'exceller dans le journalisme d'ordre sécuritaire peut mettre les moyens. Mais il revient aussi à la RAC de mettre les moyens de formation à disposition donc des professionnels des médias que nous sommes. C'est de son devoir. Il revient aussi à l'État béninois de travailler pour que les journalistes soient davantage formés. Donc pour moi, ce communiqué qui est sorti, il est bienvenu. L'autorité de régulation nous dit ce à quoi elle s'attend, mais elle ne va pas s'arrêter là. Peut-être que dans 10 jours, dans 2 semaines, dans 1 mois, on va annoncer qu'il y aura une formation, peut-être pour ceux qui sont déjà dans le septentrion, puisque eux, ils sont plus proches de cette aire géographique, exposée à ce que nous appelons aujourd'hui terrorisme et autres. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Le président Edouard Loko, il a été un professionnel des médias, donc il connaît très bien la maison. Que ce soit, je crois, le tout premier communiqué aujourd'hui qui soit sorti, pour moi c'est une très bonne chose. Ça voudrait dire que les jours à venir, nous allons nous retrouver à travailler de façon professionnelle avec une institution qu'est la RAC, en train d'accompagner vers la liberté d'expression au Bénin. C'est comme ça que je fais la lecture. Ils sont coréens que je... nous allons clôturer ce plateau. Je rappelle, j'étais avec Aurélien Aïssou, qui est le directeur de publication au journal 4 Suitable. À ma droite, j'étais avec Mbaraka Asumbolo, qui nous vient de l'opinion aujourd'hui. Et le troisième sur ce plateau, c'est Hugues Hector Zogo, directeur de publication de l'Indépendant. Nous avons abordé le projet de loi de finances de l'État gestion 2025 et l'exonération des kits de dialyse, de taxes et de droits de douane. Et ensuite, les propos du président de la RAC au cours de la 2e session ordinaire de l'institution. Voilà, c'est tout pour la rubrique hebdo des éditorialistes. Mais dimanche, c'est politique se poursuit.